Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Vous écoutez notre épisode 46, je suis Daniel Andreev et de l'autre bout de la France se trouve le rocker de diamant Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va? Eh ben bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Je suis très content d'être là pour graver dans le marbre les années 80, la suite des années 80. Et qu'est-ce que tu viens de faire? Tu m'as transmis des SMS, très fier de ce que tu montrais à ta fille. Oui, figure-toi que on a entamé un cycle James Bond et donc elle avait vu du Sean Connery et elle avait vu du Pierce Brosnan, donc forcément il fallait que je lui présente à un moment donné Roger Moore, c'était obligé. Donc on a regardé L'espion qui m'aimait. Un grand film. Et donc voilà, c'était une bonne soirée. Et elle a apprécié au moins? Oui, j'ai l'impression qu'elle a apprécié. Mais je pense qu'elle est plus Sean Connery que Roger Moore, tu vois. Déjà de bon goût à son âge, ça me... Ouais, j'ai l'impression qu'elle accroche plus. Elle a particulièrement aimé Goldfinger quand même, voilà. Tu sais que tu as bien fait de lui montrer ça parce que du coup, les James Bond, le premier James Bond que tu vois, ça devient ton James Bond de la vie. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est celui auquel tu t'attaches et tu te réfères à chaque fois. Ça a failli être Daniel Craig et là, maintenant, hop, voilà, c'est Sean Connery, exactement. On va vous rappeler les règles au cas où c'est votre premier podcast, mais c'est le numéro 46, donc bon. Peut-être que c'est le premier. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. C'est 3 films par liste, un titre pour donner une thématique, c'est sympa. Et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On est en train de couvrir les années 80. On couvre des années de 1980 à 1989. Donc c'est des années qui nous sont proches du cœur, qui sont importantes pour nous parce que c'est les premières où on a commencé à regarder et la télé et prendre conscience de ce qu'est le cinéma. Exactement. Je pense que notre liste se reflète un petit peu en fait. Oui, Robocop. Exactement, premier Robocop. Deuxième, tout simplement Piège de cristal. Akira, Blade Runner. Les Aventuriers de l'Arche perdue, Abyss. The Thing, Full Metal Jacket. Retour vers le futur. Et Mon voisin Totoro. Voilà. Et je tiens à dire que c'est quand même... Alors, c'est vrai qu'on s'est encore gardé pas mal de boulettes. Mais c'est difficile de rentrer dans ce top 10 quand même. C'est difficile, en fait, aussi comme on avait commencé avec les années 80, c'était le début du show, l'enthousiasme, tu sais ce que c'est, la fougue de la jeunesse. Ah, tu veux dire le début de notre podcast. Et voilà, exactement. Et du coup, on a gravé dans le marbre des grosses pointures parce qu'on avait besoin d'en parler avant de se rendre compte que finalement, c'était peut-être aussi bien de les distiller un peu moins régulièrement. Et alors, je tiens à faire déjà une petite annonce. Il y aura des gros titres dans celui-là. Je me suis dit, allez, ce coup-ci, on va faire du gros matos, dont un film qui nous a été extraordinairement demandé. Et en même temps, le problème, c'est que quand tu dis extraordinairement demandé, ça veut pas dire grand-chose, parce que parfois les gens aiment nous faire souffrir aussi, tu sais. C'est donc, vrai, mais on sait pas la qualité, voilà. Moi, je sais pas. Là, en l'occurrence, bon. Voilà. je devine que ça va être au moins un top tier. D'accord. Par contre, le low tier, il ne bouge pas non plus. Oui, c'est vrai, il ne bouge pas. Parce que au-dessous de Tequila Sunrise Splash, l'Aigle de Fer, tu te rends compte que La Boom est 113e de notre top? Ouais, exactement. Ça veut vraiment dire qu'on a rien à secouer de La Boom en fait. Ouais, on a aucun cœur en fait, Daniel. Mad Max est au-dessous quand même. Ouais, Mad Max 3, attention. Mad Max 3, oui. Restez là. Reste poli. Qu'est-ce que tu racontes? Parle pas mal. Et si on se lançait pour nos listes du jour? Mais oui, on se lance dans la liste du jour, Daniel. Est-ce que t'es prêt? Ah j'étais prêt dans le ventre de ma mère, moi. Eh écoute, c'est bien fait pour ta gueule, parce qu'on va commencer par une liste qui nous est envoyée par Julien Lane. Merci Julien. Et c'est une liste qui s'appelle « Il n'y a pas que papa qui était prêt dans le ventre de sa mère ». Ah. Et le premier film de cette liste
a été extraordinairement demandé. C'est les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Bah oui. Big Trouble forcément. in Little fucking China. Voilà, Big Trouble in Little China de John Carpenter. John Carpenter Joint. Voilà. Alors, bah oui. Bon, pour ceux qui l'ignoraient encore, qui nous écoutent régulièrement et qui n'ont pas cherché sur Google, c'est évidemment de là que je sors la fameuse réplique de je suis prêt dans le vent de ma mère. Je peux vous en ressortir plein d'autres, hein, mais on va pas faire un concours de vannes ici. Donc c'est John Carpenter qui retrouve Kurt Russell. Une de ses égéries, n'est-ce pas? Son double du cinéma. Son double de droite, comme il aimait à l'appeler. Alors c'est un contexte qui est très particulier, Big Trouble in Little China, parce que c'est le plus gros budget de toute la carrière de John Carpenter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait ses griffes, ses armes et aussi sa réputation sur le circuit indépendant. Mais là, on lui confie le plus gros budget de sa carrière. Et l'idée, en fait, c'était tout simplement, c'est un film produit par la Fox. Et c'était, en gros, ils avaient eu vent que la concurrence faisait un film avec une star et une vague teneur asiatique. Et donc ce film c'est celui avec Eddie Murphy, Golden Child. Golden Child. Et les mecs ils se sont dit s'ils partent là-dessus avec Eddie Murphy, parce que faut rappeler que Eddie Murphy à l'époque c'était la star. C'était la star montante, enfin c'était incontournable. Il a un moment il était l'acteur le plus payé d'Hollywood. Voilà, donc je crois que c'était Paramount, hein, Golden Child. Donc la Fox avant du fait que le scénario va finir par se tourner. Et du coup, ils montent sur pied un film avec, pareil, un truc qu'ils peuvent mettre en branle avec un air vaguement asiatique et une grosse star. Et donc, ça se retrouve être Kurt Russell. Et de fil en aiguille, John Carpenter, pardon. Qu'est-ce que je raconte? John Carpenter est recruté et il arrive sur le film. Et puis voilà, on lui dit, ouais, c'est une grosse production, machin. Faut que ce soit un public familial. Tu mets 2-3 bridés dans le fond et ça va le faire, quoi. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Et John Carpenter, en fait, décide de prendre le film pour complètement autre chose. Et quelque chose pour lequel ni la production, ni le public américain de l'époque n'étaient prêts. Voilà, c'est... En fait, en gros, John Carpenter, il se dit « Putain, on va faire un film à Chinatown, ça va être l'occasion ou jamais de rendre hommage au Wuxiapian. » Donc le Wuxiapian, c'est le film de sabre chinois. Et principalement à Choyark en plus. Voilà, Choyark, Changche, enfin c'est les noms, c'est les principaux noms du genre. Donc c'est des films de sabre chinois avec des Chinois qui volent, des choses comme ça. Et Carpenter. Et puis en plus il y a Zhu, les guerriers de la montagne magique, qui est sorti il y a pas si longtemps. Voilà, exactement. Donc, clairement il a vu ça. Donc effectivement la grosse influence c'est Zhu de Choyark. Donc il se dit putain je vais faire un film qui va parler de ça. Et donc c'est plus ou moins ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il filme des Chinois qui volent avec de la mythologie chinoise avec des dieux personnifiés qui envoient des éclairs, voilà, enfin il fait un truc, en fait une espèce de tambouille qui est pas du tout le contrat de base. Et alors c'est tellement ça, quoi. Voilà, ok, vous m'avez payé pour faire un truc, je vais faire mon truc à moi. Voilà, je vais faire mon truc à moi. Et le truc donc déjà ce qui s'est passé, c'est que les gens ne comprenaient absolument pas pourquoi ces Chinois volaient dans tous les sens, littéralement. Le public américain n'a pas compris ce qui se passait et n'avait pas du tout les références. Et ce qui est marrant, c'est que quand Tarantino va faire pareil 20 ans plus tard avec Kill Bill, là ça va marcher. Donc voilà, comme quoi c'est une manière, il faut aussi bien marketer son truc. Voilà, exactement. Et surtout, ce qui passait moins bien, c'est que Jack Burton, donc incarné par Kurt Russell, et en fait, si tu regardes bien la structure du récit, le sidekick comique, c'est lui. C'est lui en fait. C'est lui le con de l'histoire en fait. C'est lui. Alors que tu penses que le petit chinois qui l'accompagne, tu te dis oh là là, lui c'est le sidekick rigolo. Voilà, Dennis Dunn parce que qui a déjà joué dans d'autres films de Carpenter. Donc effectivement, t'as l'impression que c'est lui le petit sidekick chinois qui va être là pour faire marrer avec ses blagues sur le riz cantonné, mais pas du tout. Et le con de l'histoire, c'est vraiment Kurt Russell, Jack Burton, et donc à travers lui. C'est la figure du héros américain des années 80 parce que il a son espèce de débardeur, les muscles saillants, il croit tout savoir mieux que tout le monde, mais en fait à chaque fois chacune de ses décisions est une catastrophe, et c'est quand même le seul héros de film d'action américain qui passe la moitié du combat final au sol parce qu'il s'est assommé tout seul. C'est vrai. Donc voilà, et ça fait un film qui est
complètement maboule et qui Ça commence comme une espèce de parabole un peu raciste, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, c'est exactement ça, parce que en fait le point de départ c'est au cours d'une nuit, il y a la fiancée du personnage de Wang Shi, donc le personnage de Dennis Dunn qui se fait enlever, et Jack Burton perd son camion parce qu'il est camionneur, perd son camion, donc il veut récupérer son camion et au passage il va aider son pote. Et ça commence comme ça et puis ça part dans tous les sens. Ils vont à Chinatown à San Francisco. Voilà, et ils rentrent dans une maison qui est en fait une usine, mais en même temps, ils rentrent au sous-sol et en fait au sous-sol, il y a de l'eau. Ils menacent de. Il y a les portes des enfers chinois. Il y a le sang noir de la terre, aussi. Et puis il y a des Chinois qui volent effectivement, donc comment ils s'appellent, les mecs qui ressemblent à Raiden dans... Oui, voilà, il y a des dieux, il y a littéralement des déités chinoises qui débarquent, et il y a donc effectivement l'ancêtre de Raiden qui débarque pour balancer des éclairs. Enfin voilà, ça part vraiment dans tous les sens, et en fait c'est jubilatoire parce que tu sens que Carpenter savait ce qu'il faisait, mais que c'était le seul. Vraiment, je pense que même Kurt Russell, au moment où il devait faire une confiance aveugle à Carpenter, parce que c'est Kurt Russell qui a quand même allé chercher Carpenter pour faire ce film-là, et qui ensuite a insisté pour faire Los Angeles 2013, donc il avait foi en ce type-là. Mais Carpenter, il est parti faire son truc à 10 000 lieues de ce que tout le monde attendait de lui. Évidemment, ça a été un four monumental. Et c'est un film qui a mis un certain temps, finalement, à gagner ses galons, enfin, un peu comme beaucoup de films de Carpenter, c'est que quand on l'a revu des années plus tard, on a vu que oui, en fait, oui, alors c'est un film qui a été un four. Alors c'est le problème, c'est qu'il a fait ce qu'il voulait et il a fait un film qui lui ressemblait. Et ça passe quand tu fais un succès, mais ça a été un four en salle. Exactement. Mais par contre, sur le marché de la vidéo, il a fallu quelques années, mais ensuite c'est devenu un film culte, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un film qui effectivement s'est propagé dans une certaine cinéphilie petit à petit, jusqu'à acquérir un statut vraiment culte et incontournable pour beaucoup de gens, dont moi. Moi je l'ai fait voir à ma femme, elle m'a dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc tu vois, alors on n'a pas tous des avis. Que je l'ai revu ce week-end puisque on a profité d'un très très grand écran. Et ma copine a dit je l'ai jamais vu. Alors il y a 2 films qu'on a jamais vu et peut-être qu'on va en parler de l'autre. D'accord. De l'autre au cours de l'émission. Mais en tout cas elle avait jamais vu celui-là et elle a fait oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, ça va super vite. Et effectivement c'est pas évident, quoi. Ça va vite comme un film de Choyard, quoi. Sans avoir. Oui, c'est pas un film de Choyard. Ou ça peut être pas un film de Choyard parce que Carpenter est un réalisateur de génie, mais c'est pas un réalisateur de films d'action. C'est parce que c'est plus un mec d'ambiance. L'ambiance, elle y est. C'est un mec d'ambiance et tu sens que il voulait faire son espèce de méta-nanar avant l'heure. C'est pareil. C'est un truc qui est super à la mode aujourd'hui. Lui, c'était, enfin voilà, ce côté pastiche du héros américain qu'on colle à des effets de bout de ficelle à la chinoise. C'est un truc qui était complètement avant-gardiste et qui passait pas du tout et qui c'était une vraie envie de cinéma à sa façon, et je comprends qu'on puisse pas rentrer dedans. Enfin, vraiment c'est très étrange à regarder et je pense qu'il faut avoir un certain niveau d'appréciation aussi pour passer au-delà des trucs kitsch. Enfin, et comme dit, il y a des moments c'est volontairement kitsch. Enfin, il y a vraiment tout un espèce de jeu là-dessus qui est beaucoup plus travaillé que la première réputation qu'il en avait en tout cas. Oui, de simples films un peu bizarro-racistes. Ratés, voilà. Non, clairement, il y a une passion de Fu Manchu et du vieux méchant chinois. Enfin, ça se moque aussi de tous ces trucs-là. Voilà, exactement. Et en plus, le pire, c'est que John Carpenter, d'un point de vue personnel, il croyait à ce qu'il faisait, c'est-à-dire que il a fait son film, il se dit les gens vont adorer ça parce que lui il était là, mais j'adore ce genre de cinéma, c'est génial et tout, les gens vont adorer. Clairement, c'est un film qui était en avance soit en retard d'un point de vue technique, soit vraiment en avance, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il est sorti. Je pense que c'est vraiment un film qui n'est pas sorti quand il fallait. Enfin, à la même période, t'avais Rambo 2 sur les écrans et tout. Enfin, t'avais Aliens. Enfin, tu vois, c'est bon. T'étais hors catégorie pour le public américain. T'avais pas ta place. Tu n'étais pas encore dans le film de postmoderne, quoi. C'était pas possible. Un petit mot, juste, on a parlé de Kurt Russell et son magnifique débardeur estampillé rose. Ouais. Il y a Kim Cattrall, très jeune,
Kim Cattrall qui sera rendu célèbre après par Sex and the City. Qui joue Grace Hilo. Ouais, et qui joue donc et il y a aussi une journaliste. Une journaliste, c'est ça. Mais et ce qui est génial, c'est que ce personnage, il sert juste à faire de l'exposition, c'est terrifiant. Oui, c'est juste à faire l'exposition et à vanner Jack Burton aussi. Oui, parce qu'il se moque tout le temps de lui, en fait. Voilà, c'est ça. Mais il y a cette fameuse phrase à un moment donné où Jack Burton doit s'infiltrer dans un bordel. Donc il se déguise et j'adore parce que je le connais qu'en VF, c'est pareil. Donc je ne regarde ce film qu'en VF parce qu'il y a des trucs en VF qui sont tellement maboules, tu te demandes comment ils ont fait. Donc ils sont là et puis ils discutent, ils disent ouais Jack Burton là tu vas rentrer dans le bordel et il faut que t'aies l'air bête pour que ça marche. Et elle se tourne vers la caméra et elle fait juste il l'a. Et voilà, et ce dialogue je le trouve génial. Et ça me fait rire à chaque fois quoi. Et je voudrais rendre hommage à particulier parce qu'en plus il est frais dans ma mémoire, à Al Leong qui est dedans. Et Al Leong, c'est l'asiatique des films américains des années 80 et même 90. Exactement. Vous le reconnaissez parce qu'il est chauve. Il est cascadeur, il est assez baraqué, et c'est je crois que dans ce film-là, il est crédité comme le chinois à la machette. Non, Wing Kong Hatchetman. Voilà. Et vous le connaissez, il était dans Die Hard. Voilà, exactement. C'est celui qui mange la barre de céréales dans Die Hard. Ouais. Mais voilà, oui, exactement. Mais oui, il était dans 24 heures chrono. Ce moment qui n'a rien à voir, quoi. C'est génial. Il est à chaque fois qu'il y a besoin d'avoir un asiatique. Évidemment, il était dans l'Arme Fatale 4. Oui, mais même dans le premier Arme Fatale, non, il me semble aussi. Je crois, ouais. C'est pas lui qui torture Riggs. Je me demande, ouais. Il me semble que c'est lui. Il me semble que ça doit être lui qui torture Martin Riggs. Regardez À Leong, vous pouvez pas le louper, quoi. C'est vraiment, à chaque fois qu'il y a un film... Il était dans Beverly Hills Cop. Oui, aussi, oui. Il était vraiment dans le 3 au moins, enfin le 3, pas le 1. Mais oui, non, mais voilà. Après, voilà. Mais c'est une espèce. Et il était dans Black Rain. Mais évidemment, Black Rain, bon, un chinois, un japonais, bon, c'est vaguement du même côté hein, pour les Américains, c'est pareil. Mais oui, mais ça fait partie de ces gueules de cinéma genre tu dis ah oui, lui. Oui, l'asiatique méchant. Il a fait que l'asiatique méchant. Si tu as un asiatique court derrière toi avec une hachette à la main, il y a de grandes chances que ça soit Al Leong. Exactement. Où est-ce qu'on va classer ce film qu'on aime tous les deux? Ouais, voilà. C'est qui est bien sûr pas très recommandable et en même temps totalement indispensable. C'est une espèce de comment ça s'appelle, de bulle de cinéma qui est complètement frappadingue. Enfin, il y a un côté il y a un côté presque suicidaire en fait, je pense. Clairement, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ce film aurait pu, quand tu le vois, tu te dis, on aurait tellement pu en faire une suite, quoi. Ah alors il y a des rumeurs de remake qui tournent depuis plusieurs années. Oui. Mais une suite, tu vois, genre ça aurait pu devenir une série. Le seul truc, c'est que c'est adapté en comics hein, d'ailleurs depuis. Ouais. C'est adapté en comics. Où est-ce qu'on le met? Moi je t'avoue que déjà je le mets au-dessus de They Live. Tu le mets au-dessus de They Live? Alors They Live, je trouve que filmiquement They Live est plus puissant. Je pense que They Live est un meilleur film. Vraiment, pour moi c'est un film génial. Mais le problème c'est que j'ai un rapport tellement affectif avec Jack Burton que voilà, tu vois, ça fait partie de mes Carpenter favoris parce que il y a vraiment ce truc, ce lâcher prise qui d'ailleurs ne fera plus. Enfin, ce film en fait va le briser. Enfin voilà, ce film va littéralement le briser quoi. Après, ce sera plus les mêmes films. Ça sera Le Prince, ça sera voilà. Mais exactement. Invasion Los Angeles et ce sera plus le même. Mais ouais, c'est pour dire à quel point il y croyait vraiment. Enfin lui, je pense qu'il pensait que ça allait cartonner quoi. Je te fais une proposition. Dis-moi. Enfin, parce que toi tu me dis un peu où tu le vois et moi je te dis, je le vois entre Shining et Pulsion. Alors moi je mettrais juste en dessous de Police Story. D'accord, ok, c'est affinage, mais oui, je vois ce que tu veux. Voilà. T'as vu, là on fait l'inverse, c'est toi qui voilà, exactement. Et donc, je le mets sous le titre Jack Burton. Oh oui, Jack Burton, ouais. Même le titre français, il est génial. Jack Burton dans les griffes du mandarin. Enfin, voilà. Comme tu aimes la VF, je te laisse en petite VF. Donc il rentre 17ème du top. Ouais, 17ème. Sous Predator et Police Story, ce qui est une bonne place. Oui, ce qui n'est pas une place dégueulasse hein, quand même. Ouais. Hein. Et juste au-dessus de Shining, tu vois. Au-dessus de Kubrick, t'as Jack Burton. voilà. Maintenant, vous savez, en soirée, ouais, Kubrick, t'es gentil, mais il y a Jack Burton au-dessus. Voilà. Alors, le deuxième film, c'est Un couple à la mer de Gary Marshall. Un couple à la mer de Gary Marshall. Alors, je ne crois pas que je l'ai vu. C'est avec donc Kurt Russell et c'est Goldie Hawn. Je crois l'avoir vu, mais j'ai aucun souvenir.
Moi, je crois pas l'avoir vu celui-là. Ça me dit rien du tout. Est-ce qu'on le mettrait pas dans notre liste de devoirs à faire ? Là, pour le coup, on est deux. Un qui est pas sûr et l'autre qui Moi, est sûr de pas l'avoir vu. Je suis sûr de l'avoir vu, mais il y a très longtemps, tu vois. Et en Tu même... sais, c'est diffusé sur la 5. Et en même temps, effectivement, enfin, je vois le. J'ai googlé vite fait l'affiche, ça me dit quelque chose. Mais Voilà. aucun souvenir. Bon, Donc, écoute. A priori, je crois pas que je l'ai vu, mais. Écoute, on le note. Voilà, un couple à la mer. Et dernier de sa liste, il voulait faire une spéciale Kurt Russell, mais il s'est dit... il va y avoir un twist. Vous avez déjà fait tous les plus intéressants, donc je termine avec ce qui est faux, en fait. Pas complètement... On n'a pas mis tous les Kurt Russell plus importants. Mais j'ai terminé avec un autre mec qui est sûrement prêt dans le ventre de sa mère. Et c'est Tu n'es pas joué, The Living Daylight de John Glenn. Tu n'es pas... Ah bah oui. Ah bah voilà, parfait. Du coup, on retombe sur l'introduction de cette émission. Puisque... T'as vu, on est raccord là. Ouais, on est vachement raccord. Le 007 de notre enfance. Voilà. Timothy Dalton. Timothy Dalton. Alors moi, c'est pas vraiment mon enfance. Les Timothy Dalton, je les ai vus assez tard en fait. Ah, parce que moi, je les ai vus... c'est les premiers pour lesquels j'allais au cinéma. Ah, genre... Tout seul. Là, quand il sort, j'avais 11 ans. Moi, le premier que j'ai vu au Cinoche tout seul, c'était GoldenEye. Tous les autres, c'était de la rediffusion télé, des trucs comme ça. Voilà. Donc. Ouais, mais on n'est pas si éloigné. Oui. Vraiment, le premier que j'ai vu au ciné, je crois que c'était License to Kill même. C'était pas celui-là, mais c'était. D'accord, ouais. Mais tu l'as vu quand même celui-là. Ah bah oui, bien sûr. J'ai vu tous les James Bond. Évidemment. Tu me prends pour qui, Daniel? Tu me prends pour qui? C'est bon, je te respecte. Donc je crois que c'est une des dernières fois qu'ils utilisent un titre écrit par Ian Fleming, bien sûr, basé sur une nouvelle qui n'a absolument rien à voir. Mais le titre est là, voilà. Le titre, c'est un des derniers qu'ils avaient en stock de Ian Fleming. Maintenant, ils sont un peu dans la merde et ils ont été obligés de reprendre Casino Royale au bout d'un moment. C'est ça. Et figure-toi que le projet initial de ce film, c'était de faire un reboot de la franchise genre Origins. Et comme Casino Royale en fait. Comme Casino Royale, et Broccoli à l'époque a fait je crois pas que ça intéressera les gens. Comme quoi, tu vois, voilà. L'une des prophètes en son pays. Exactement. Et je l'aime bien aussi parce que c'est le dernier John Barry. Et tu sais à quel point je pense que John Barry est le plus grand musicien au cinéma de tous les temps. Bah en tout cas c'est l'un des plus grands. Enfin oui, John Barry de toute façon c'est des sons tellement tellement inoubliable quoi. Ouais, et là encore il essaye de faire un peu de synthé, et d'ailleurs le générique il le compose avec c'est pas lui qui le compose, mais il participe avec AA qui le compose. Tu oui, du groupe AA. Oui, je me souviens, ouais. Beaucoup de synthé, beaucoup de chevelus. Ouais. Et tu sais quoi, c'est une assez chouette chanson, mais en fait je préfère le mix final de John Barry, puisque John Barry lui il rajoute des violons, il rajoute des corps, et voilà. C'est plus symphonique, oui. Ça devient une vraie chanson de James Bond. Et quand il la joue, d'ailleurs j'ai écouté le Unplugged de AA, d'ailleurs incroyable Unplugged, vraiment super niveau. Enfin, en général, les chansons gagnent Unplugged quand elles sont jouées en plus par les auteurs originaux des chansons, mais Take On Me en version Unplugged est vraiment très très chouette. C'est un album qui est sorti il y a 2 mois, tout cassé. Mais voilà, je suis fan de la version de John Barry de cette chanson de Living Daylight. Et je trouve qu'elle donne un peu le ton de ce film qui est un peu... tu sens que le communisme va bientôt s'arrêter, quoi. Et oui, c'est la fin d'une ère. C'est le dernier grand dans lequel les Russes sont encore... Il y a des questions d'espionnage. Ils doivent récupérer... le début, d'ailleurs, c'est un agent qui fout dans un comment il s'appelle, un pipeline, si je me souviens bien. Il kidnappe un mec au pipeline. Super scène d'intro. Et puis après, le film est un peu... Pas quelconque, mais il est bizarrement pas assez riche pour moi. Oui, c'est vrai que c'était un... Moi, j'en ai gardé un souvenir un peu étrange, en fait, de ce Bond-là. Parce que je trouvais effectivement le début très marquant. Et voilà, effectivement, plus ça s'enfonce, plus ça... moins c'est intéressant. Et il n'y avait pas ce côté qu'on retrouvera après, c'est-à-dire Timothy Dalton... je le trouve encore en transition, là, tu vois, dans le personnage. Tu fais bien de le dire. Timothy Dalton, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas l'acteur qui devait l'incarner. Alors, on est en 87. Ouais, c'est ça. En 87, donc Roger Moore a 59 ans. Et ils se disent, on va pas le reprendre. Ouais, c'est ça. Ça va suffire. Où est classé déjà
View to a Kill, c'est le... Je sais plus où il est classé. Il est classé 103 là. Il est classé, 103, ouais, bravo. Voilà, View to a Kill, et bah, non, c'est View for a Kill, putain. à chaque fois, tu te fais avoir. À chaque fois, je suis désolé. Ouais, donc du coup, ça a été un peu un flop, et au niveau du business, et au niveau de la réputation, parce qu'en plus, bon, pour les raisons qu'on a évoquées, Roger Moore était vraiment trop vieux, il a 57 piges. Et donc, du coup, ils cherchaient déjà un acteur. Ils ont fait passer des tests à Josh Brolin, si je me souviens. Ils ont fait passer des tests à Sam Neill, donc un Nouveau-Zélandais. Ouais, Sam Neill, ça aurait fait un bond complètement psychotique, hein, quand même. Hein. Je pense que, voilà, Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu de psychotique là-dedans ? Si, sans doute, peut-être. Et alors, celui qui a tous les suffrages de tout le monde, c'est Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, qui à l'époque, il était... Remington Steele. Dans la série Remington Steele, exactement. Exactement. Et la série Remington Steele allait s'arrêter. Et là, Broccoli a quand même une condition, c'est que pour qu'il joue James Bond, il faut pas qu'il joue dans une série télé. Ouais, parce que ça fait pas bien, ouais. Ça fait pas bien à l'époque. Les séries télé, c'est pas encore le gros truc. Et Remington Steele allait s'arrêter, faute d'audience. Sauf que l'annonce probable de Pierce Brosnan comme James Bond, en plus il y avait les photos, genre, tu sais, genre... Vraiment, il s'y croyait. Pierce Brosnan, il pensait que c'était bon, c'était pour lui et tout. Et genre, au dernier jour de son contrat, il renouvelle pour une saison Remington Steele. Et donc, Pierce Brosnan ne peut pas jouer... genre, ça s'est joué à l'heure près. Et c'est caduque, voilà. Ne peut pas jouer Timothy Dalton... ne peut pas jouer James Bond. Le nouveau James Bond. Et du coup, ils choisissent Timothy Dalton, qui devait... Alors, ça, c'est le truc le plus ouf. C'est que Timothy Dalton devait prendre la successon de Sean Connery. Donc à chaque fois ils ont un bond de retard en fait. En fait c'est exactement ça. Il devait jouer à l'époque pour Live and Let Die, et en fait il a dit non parce qu'il se trouvait trop jeune à l'époque. Et là il pensait que c'était le bon âge. Et Timothy Dalton avait quand même une formation très académique, très shakespearien, et autant on a l'impression qu'il se donne du mal, et autant on a l'impression qu'il a pas travaillé son truc. Ouais, c'est ça. C'est l'impression qu'il me donne. Ouais, non, mais c'est ça. C'est quand et je parle il corrige le tir dans le deuxième film, j'ai l'impression. Exactement, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de personnage de transition, c'est que tu sens que forcément Dalton, par sa présence physique et par son jeu, il est beaucoup moins, il est beaucoup plus aigu, beaucoup affûté. Plus affûté, voilà, que Roger Moore, hein, qui était un peu pantouflard. Roger Moore, il tape pas des gens au sol, voilà. Lui, il les tabasse. Voilà. Donc là, on sentait qu'il y avait déjà une présence qui était là physiquement et dans le jeu, mais effectivement dans la caractérisation de personnage et tout, on est vraiment sur un Bond, voilà, qui se cherche, et t'as pas le côté complètement décomplexé qu'il va y avoir tout de suite à l'épisode prochain, où là ça part vraiment, il part dans des délires à l'américaine pour le coup, très violent, mais en même temps on l'a toujours dit, James Bond c'est un peu le reflet de son époque, et d'ailleurs ça se voit dans celui-là, puisqu'à la fin il passe de Gibraltar, ensuite ils vont en République tchèque, si je me souviens, et à la fin ça se termine en Afghanistan, voilà, avec les Moudjahidines, donc contre les communistes, ce qui est un peu le setup de Rambo 3 d'ailleurs. De Rambo 3, exactement. Exactement. Et ouais, donc voilà, donc c'est un Bond en formation, et puis pareil, la James Bond girl, j'étais pas très très fan en fait. Ah, Mariam Dabo. Ouais, je trouvais qu'il y a, voilà, elle subissait le côté potiche du rôle de James Bond girl, quoi. Ouais, et alors, en plus, le pire, c'est qu'elle a toute la pression sur elle, parce que d'habitude, les James Bond Girls, il y en a deux, voire trois. Là, elle est toute seule. C'est la seule. C'est un des rares films où James Bond a une relation avec une fille. Ça lui est arrivé encore dans d'autres films, mais c'est un des rares. Oui, donc, voilà. Du coup, beaucoup de pression sur elle. Et je crois pas elle était très passionnée. Elle a écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs sur le fait de James Bond Girl. Ça je savais pas. Donc tu vois, c'est un rôle qui te marque une carrière quand même. Elle était, oui, bien sûr, ouais. Elle était mannequin avant. Et donc voilà, donc du coup ça fait c'est vrai que ça fait un bond un peu étrange, quoi. Un peu étrange à regarder, un peu routinier, quoi. Des gadgets très très missiles. Ouais, très missiles. Le truc, la voiture qui fait du ski. Voilà, le truc dont je me rappelle, c'est la bagnole qui patine, et puis après la poursuite en violoncelle sur la neige. Voilà, en général tout le monde pense à la scène en violoncelle. Voilà. Un épisode très musical d'ailleurs. John Barry fait un caméo. Il est chef d'orchestre à la toute fin.
Puisque tu vois, elle voulait devenir Violoncelliste. Donc elle est violoncelliste. Et John Barry, c'est lui qui dirige l'orchestre à ce moment-là. Il y a aussi le moment Uncharted 3, hein, quand même. Quand ils sont dans l'avion cargo et que t'as les ballots de trucs qui se détachent. Un petit peu, ouais. Ah bah, ou carrément même. Enfin, je veux dire... Là, c'est peut-être Uncharted 3 qui a tout... Oui, bien sûr, voilà. Non, mais bien sûr, c'est Uncharted 3 qui a repompé là-dedans. Donc, voilà. Donc, un Bond que... Je crois pas qu'il y ait beaucoup de Bond que je déteste vraiment au fond de moi, mais voilà, c'est un Bond que je trouve... sans plus, quoi. En plus, il trouve un truc assez rigolo, puisque c'est basé tout sur une opération programmée par Staline qui s'appelle Smерть-Spion, ce qui veut dire mort aux espions. Et genre, il y a une espèce de spectre, mais des communistes, faite pour tuer les espions, genre une organisation secrète au sein du KGB qui est faite pour tuer les espions occidentaux, ce qui est une idée géniale si tu y penses. En fait. Bah oui, genre, oui. C'est un truc que j'aurais adoré revoir dans. Bah oui, je pense que d'un point de vue mythologie de James Bond, c'est exactement ce que t'attends en fait, d'avoir la cellule spéciale pour tuer les ennemis. On lit entre les lignes pour tuer James Bond en fait. Enfin voilà, et c'est cette tension en fait. Enfin c'est cette tension communiste qui faisait toute la beauté du personnage dans ces vertes années. Alors où est-ce qu'on va le mettre Tu disais que View for a Kill est 102e. Ouais. 103 même. Et on n'en a pas d'autres dans la liste, j'ai l'impression. On n'en a pas d'autres pour le moment. Est-ce que tu préfères revoir Tuer n'est pas joué ? Enfin, Living Daylights Ah bah je préfère Tuer n'est pas joué, ouais. Je préfère quand même Tuer n'est pas joué. Tu préfères Tuer n'est pas joué avec son... que le kitsch de... Voilà, c'est ça. Voilà. Je préfère le violoncelle et puis la séquence à Gibraltar avec les militaires et leur paintball qui se font dézinguer comme des cons. Je mettrais assez haut en fait. Je suis en train de regarder, je monte à chaque fois. Alors, je le mets pas au-dessus de l'ours, voilà. L'ours, c'est mon ah oui, non, moi non plus. Ouais. Moi, je le mettrais en dessous de Beetlejuice, tu vois, par exemple. Je le mettrais au-dessus de Basil Détective Privé, quoi. Ok, en dessous de Dune, ça marche. Voilà. Bon deal. C'est un bon deal. Je l'ai. Tu l'as, c'est bon, t'as la ref. Ah, j'ai la référence. Est-ce que je le mets en titre en VO ou est-ce que je mets le titre en... Ah bah mets-le plutôt en VF, je veux dire, parce que voilà, tu n'es pas joué, ça. Comme ça, on n'est absolument pas raccord avec le précédent. Voilà, c'est ça. C'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche, tant que c'est gravé dans le marbre, après le reste, ce n'est que des détails. Tu n'es pas joué. Donc on remercie la liste de Julien. Merci Julien, une liste pleine de passion. Ouais, ça c'est vraiment... ça nous allait droit au cœur. Il y en avait pour... Il y en avait pour tout le monde, ouais. Pour toi et pour moi. Est-ce qu'on ferait pas... on avait des devoirs en retard. Oui, alors, j'avais des devoirs. Ah, alors. Voilà, pas toi. De quel film il s'agit-il, rappelle-nous. Transformers The Movie, sorti donc en 80... C'est quoi, c'est 82, si je me souviens bien. Non, c'est 86 au 86 Ah oui, 86, oui. Ah ouais, 86. 86, bingo. Oui, Transformers The Movie. Donc voilà, donc les Transformers... Tu veux faire le pitch ou tu veux que je me lance? Le pitch, alors... le pitch de Transformers The Movie, c'est... Alors, ça se passe en 2005, et c'est les méchants qui décide d'attaquer Autobot City qui se trouve sur Terre. Sur Terre, mais sous la pression de Omicron qui traîne dans les parages. Unicron. Voilà, Unicron qui est une espèce de planète géante dévoreuse planète dévoreuse de planètes. Voilà. Comme Galactus un peu, mais en planète qui se transforme en robot. Voilà, et du coup, effectivement, les Decepticons vont attaquer Autobot City sur la Terre, et puis de fil en aiguille, ils vont se retrouver, les Decepticons, à être les jouets de cette planète dévoreuse de planètes, et puis du coup les Autobots vont devoir s'opposer à tout ça pour sauver vaguement la galaxie. Alors je vais le remettre un peu dans le contexte aussi pour expliquer pourquoi ce film est intéressant. C'est que alors il y a eu 2 saisons de Transformers de la première série, donc rappelons-le, c'est des robots qui se transforment en voitures, voilà. Et les méchants globalement c'est des robots qui se transforment en avions. Les Autobots contre les Decepticons, et ils ont emmené avec eux leur guerre, c'est-à-dire ils ont quitté Cybertron, et ils sont arrivés sur Terre, ils se sont battus comme ça pendant 2 saisons. Leur chef, d'un côté, c'est Optimus Prime, de l'autre... Pour les gentils, donc, ouais, pour ceux qui suivent pas. C'est Megatron, le méchant. On pourrait croire que c'est le même setup que les films de Michael Bay, sauf que c'est beaucoup mieux. Hein. et donc, il y a 2 saisons comme ça, avec des dessins animés. Il ne faut pas oublier que c'était ce qu'on appelait les Saturday Morning Cartoons,
c'était des dessins animés qui étaient diffusés donc le samedi matin, c'était tout public. Et c'était pour vendre des jouets aussi, enfin je veux dire... oui, il n'y avait jamais de mort, et surtout c'était un dessin animé, tu fais bien de le rappeler, qui était basé sur les jouets. Les jouets ont été conçus avant, et ensuite sont passés les designers japonais, et ensuite les mecs qui écrivaient des histoires autour, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très très accessible à tout âge. Il n'y a jamais eu de comment il s'appelle, de mort, il n'y a pas de sang, tout ça c'est calibré pour les enfants. Sauf que voilà, 2 saisons se sont écoulées et là ils se disent on aurait besoin de vendre de nouveaux jouets. Donc on a designé des nouveaux jouets. D'ailleurs le design est un peu moins bon et donc il faut les introduire. Oui, alors c'est ce que j'allais dire, c'est genre la façon dont les nouveaux personnages sont introduits. Ça fait vraiment, mais alors vraiment catalogue en fait. Il y a vraiment. Ça fait catalogue de jouets. Ils sont présentés un peu comme un catalogue de jouets. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la séquence, elle est maboule de didactisme publicitaire quoi. C'est presque qui dit disponible pour 62 francs dans le Leclerc de ton quartier. C'est complètement fou. Tu le vois, c'est choquant quoi, vraiment à ce stade-là. Ce qui fait que ce film est assez bicéphale à mon sens. Tu vas me dire si t'es d'accord, toi qui l'as vu il y a pas assez longtemps. C'est un film que je connais vraiment bien parce que j'ai revu surtout le début en fait. C'est que le début, c'est là où tout le monde meurt. Oui, alors quand tu dis tout le monde, c'est tout le monde. Les enfants, ils se allaient, on va aller voir Optimus Prime et les Autobots. Les mecs se font shooter en un putain de coup et genre, c'est la mort. C'est pas un truc, c'est quelque chose qui était dans le dessin animé habituel. Optimus Prime a été dégommé plein de fois. Il y a un épisode où il est détaché en plein de pièces et il y a ses bouts qui traînent dans la ville. Il y a son bras qui est collé genre en haut de l'Empire State Building et qui tire sur les gens, quoi. C'est à ce niveau de débilité. Et là, tout devient méga sérieux. C'est serious business. Dès le début, donc Optimus Prime affronte Megatron. Megatron, exactement. Dans un combat décisif. Là, ils disent ce coup-ci, c'est la bonne. On va se buter à mort. Et c'est ce qu'ils font. Ils se butent à mort. Ouais, là, littéralement. Et ce qu'il y a d'autres plus... tous les autres y passent, quoi. Et ce qu'il y a d'autant plus étrange, c'est que plus tard dans le film, il y a d'autres Autobots qui se font tailler en pièces, mais genre pire que Optimus Prime, mais qui sont recollés et qui repartent au combat. Et genre tu te dis pourquoi Optimus Prime alors qu'il a juste 2 trous dans le thorax quand même comparé à l'autre qui est démembré. Tu dis pourquoi lui il meurt et les autres pas. Mais c'est les coups de thorax dans le trou. Oui, c'est ça, mais alors du coup, tu dis bicéphale, je pense que même c'est un film pentacéphale. Puisque... Ouais, vas-y. Non, parce que globalement, narrativement, ça ne ressemble à rien. C'est hallucinant. Effectivement, t'as tout le début, ça dure une éternité en plus. Et je t'avais dit quand on est pas là la semaine dernière fois, je confondais. Enfin, dans mes souvenirs, ça se mélangeait avec le dessin animé, et j'ai compris pourquoi en regardant le film. C'est-à-dire que genre les 20 premières minutes sont vraiment découpées comme 2 épisodes. T'as les fondus au noir à un moment donné, t'as l'action qui reprend, et ça blasse dans tous les sens, mais ça a aucun sens. Tu comprends pas qui fait quoi ou va où. Puis le film s'arrête, il y a la pub pour les nouveaux jouets. Le film reprend, d'un seul coup tu te retrouves avec des Autobots qui sont dans l'espace, d'autres qui sont sur une planète. J'ai pas compris comment est-ce qu'ils sont arrivés sur la planète, mais vraiment je sais pas ce qu'ils foutaient. D'un seul coup c'était une scène sous-marine, ils combattent des robots, des poissons robots, et genre je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le lac. Genre je fais tu sais, je suis revenu en arrière sur le DVD parce que j'ai cru qu'à un moment donné le truc il avait sauté, tu vois. Donc j'ai regardé la séquence 3 fois avec à chaque fois l'œil rivé sur le compteur de temps dans le lecteur DVD. Et non, ça a été monté comme ça. Et ainsi de suite. À un moment donné, ils tombent sur des espèces de monstres plantes. Enfin, vraiment, ils ont des monstres plantes qui font un faux tribunal avec des ça a aucun sens, ça part dans tous les sens. Puis à un moment donné, ils rencontrent Eric Idle en samouraï. Enfin, genre, là j'ai arrêté, j'ai fait ok, laisse tomber. Laisse tomber, mon cerveau est en train de fondre. C'est vrai qu'on n'a pas dit un truc, c'est que le casting vocal, voilà. Le casting est à tomber par terre, puisqu'il y a Eric Idle. Et il y a Orson Welles. Il y a Orson Welles qui fait justement Unicron en fait. Voilà. Qui fait la voix d'Unicron. Puis à la fin ils vont taper Unicron. Alors par contre Unicron, un truc que j'ai adoré,
il y a ce plan en fait où il arrive sur la planète des Autobots et tu vois cette espèce de plan où il étale sa main dessus et genre tu vois que la main fait la taille d'un pays entier quoi. Et ce plan là est extraordinaire, mais le film ne ressemble à rien en fait globalement. Et il fait une icône et c'est son dernier rôle. Il meurt, c'est le il dernier meurt rôle. 2 mois après et il y a une interview où il dit j'ai joué le rôle d'une planète. J'ai joué le rôle d'une planète, c'est complètement con ce que j'ai fait mais bon écoute, il faut bien bouffer. Et Léonard Nimoy joue Mégatron. exactement. Galvatron. Non, il joue Galvatron. Mais rappelons tout de même que Orson Welles, pour resituer pour les plus jeunes, c'est l'acteur qui faisait la voix de Robin Masters dans Magnum, dans le premier épisode de Magnum. Ah, c'est vrai. Et oui, genre, les mecs qui parlent d'Orson Welles, ils parlent de Transformers le film et de Magnum. De Magnum. Higgins. Voilà. Et alors, du coup, pour moi, ce film, j'adore le début en fait. Le début, ça bastonne, il balance les dinobos, il n'y a aucune raison logique. Et Oui. en plus, ce qui est génial, en plus, ce que j'adore dans la série Transformers, c'est qu'il y a toute une dynamique entre Megatron et Starscream. Et Starscream qui est son second, qui est vraiment le calife qui veut être à la place du calife. C'est vraiment ça. Et à un moment d'ailleurs, il devient calife. Quoi. Oui, il y a cette scène où il se couronne tout seul. Surtout, ils sont tous dans Astrotrain d'ailleurs. Ça, c'est un truc que j'adore puisque c'est les rapports d'échelle. Comment Astrotrain, qui est un robot à taille normale, tout d'un coup, il devient gigantesque dans lequel Il rentre à 12 dedans. À 12, non, à 20, et il y a le Constructicane qui s'assemble dedans. Oui, c'est Genre, vrai. il y a pas de logique, mais c'est génial. Et putain, quel film génial quoi. Ouais, Et Starscream, oui, du coup, il y a Megatron, mais Megatron il est juste blessé. Et Oui, il c'est fait, ça, il revient. il faut jeter hors dans l'espace. Il faut jeter tous ceux qui sont incapables enfin tous ceux qui sont hors d'état. Et là t'as Megatron qui fait non, je bouge encore. Et il le pousse quand même. Ce qui est le truc le plus Starscream. Ah oui, l'acte le plus Starscream qui soit. Mais c'est peut-être à mon sens le personnage le plus travaillé de tout le film en fait, Starscream. Si tu regardes bien. Il y a Starscream et sinon il y a un arc narratif, c'est celui de Hot Rod. Mais Ouais, de Hot Rod, mais en fait celui de Hot Rod c'est pareil en fait, il y a un truc qui est très étrange, c'est que Hot Rod au final il chope la matrice et il l'active genre oh bah je passais par là, pouf, je sauve le monde quoi. T'as vraiment ce côté what the fuck quoi. Oui, en fait parce que c'est la bataille pour choper la matrice de pouvoir d'Optimus, ouais. d'Optimus Prime et normalement il la donne à un autre gars et finalement c'est Hot Rod qui la récupère. Ouais, donc Hot Rod devient Rodimus Prime, le chef de la troisième saison. De la troisième saison, c'est ça. Mais personne n'aime Hot Rod. Personne ne l'aime. C'est un film, putain. Par contre aussi, l'animation, il y a des trucs curieux, on va dire, hein, quand même. Alors, ça dépend des animateurs, en fait. Les Ouais. directeurs d'animation sont très différents selon des scènes. J'ai rencontré Ah, mais pour ça ma sent, part ça des sent, animateurs qui ont travaillé là-dessus et vraiment c'est très variable. Le résultat est très variable suivant le directeur d'animation. Le directeur, puis même le temps, en fait, je pense aussi. Ah, le de temps quoi pour le faire. Ouais. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a des trucs. Tu sens le type qui est venu à un moment donné qui dit les gars, la scène, il me la faut pour demain. Démerdez-vous. Enfin, voilà, c'est. Ça n'a coûté que 5 millions de dollars hein, pour tout un film d'animation. C'est pas. Oui, non, bien sûr, mais c'est pas énorme. Hein. Non, mais tu sens, ouais, tu sens vraiment tu le sens. Hein. Et du coup, comme beaucoup de films d'animation, je pense par exemple à un autre que j'adore, qui c'est Les Maîtres du Temps. T'as l'impression que t'as 2 films qui ont été faits en parallèle. Il y en a qui sont occupés de la fin et l'autre qui sont occupés du début. Et ça se voit, quoi. Oui, complètement, ouais. Ouais, complètement, ouais. Où est-ce qu'on va le classer ? Alors, est-ce que tu y as pris plaisir ? Très honnêtement, pas vraiment, en fait. C'est vraiment assez pénible à suivre ensuite. Moi, j'adore ce film, mais jusqu'à un certain point. Non, mais c'est vraiment pénible à suivre. Enfin, vraiment, ça ni queue ni tête, quoi. Il y a plein de passages où je fais qu'est-ce que je regarde, quoi. Tu n'as pas dit un mot sur la musique de Vince putain. Nicolas. Oh, la musique. Oh là là, la musique. Alors Vince Nicolas, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé toutes ses chutes. Mais c'est ça. Mais il a utilisé toutes ses chutes des autres films. Non mais c'est ma boule parce que la musique, en fait, Vince Nicolas, c'est Rocky 4. Oui, voilà, ouais. Et Staying Alive, mais bon, ça n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir. Non mais en plus, c'est ça, c'est que dans le film, c'est complètement ma boule.
il balance des morceaux de rock FM qui ferait passer Bon Jovi pour du Pink Floyd, mais en mode random. C'est-à-dire que You got a touch. You got the power. Que j'adore chanter en karaoké, crois-moi. Et c'est genre, ça débarque dans une scène pour rien, ça repart, ça s'arrête, ça revient, ça n'a. C'est pareil, je pense que les types ils ont monté au maître la musique et à l'aveugle. Parce qu'il y a vraiment des séquences, tu te demandes, genre à la fin quand il rentre dans une icône par son œil, t'as tous les Autobots qui tombent et à un moment donné tu sais pas pourquoi, il y a donc Hot Rod qui est coincé, puis il descend et juste pendant là t'as nouveau You got a touch, you got a... Et la scène n'est pas terminée, la musique s'arrête. J'ai été médisant sur You got a touch et a été écrite pour le film Cobra. Ah bah oui. De Sylvester Stallone. Voilà. Que tu adores. Hein. Non mais c'est... Enfin voilà, c'est... Oui, musicalement c'est pareil, ça n'a aucun sens. C'est vraiment... Enfin, c'est un foutoir en fait ce film. C'est vraiment un truc foutraque, c'est assez ma boule en fait. Ouais, c'est une grosse curiosité et si vous aimez, si vous voulez voir ce que c'est qu'un Transformer, parce que je trouve ça mieux que tous les Michael Bay réunis. Hein. Bah, il y a plus de talent que dans tous les Michael Bay réunis, malgré tout ce qu'on a dit. Malgré tout le bien qu'on a dit de Michael Bay aussi. Oui, malgré tout le bien qu'on a dit de Michael Bay. Alors du coup, où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce que toi qui est... Où est-ce qu'on va le mettre On n'a pas beaucoup de films d'animation dans les années 80, j'ai l'impression. On en a un grand, on a Akira, on a Macross. Ah ouais, non mais ça va pas du tout là. Enfin moi tu vois, c'est pas au-dessus, c'est pas le petit dinosaure, c'est sûr. Ah non, il est où le petit dinosaure d'ailleurs Il est 68e. Ah donc oui, pour moi tu vois, moi je préfère Howard the Duck en fait. Qui est donc quand même 106e là. Oh là là. Tu vas me briser tous mes trucs d'enfant. Ah, je brise tous tes rêves d'enfant, mais je suis là pour ça. Je suis un briseur de rêves. Mets-le-moi au-dessus de la poursuite du diamant vert. Je te demande pas beaucoup. Ça me va. Voilà. Parce que vraiment, je trouve que le début est vraiment super. C'est en dessous de Bloodsport. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. Voilà, donc ouais. C'est un bon pitch. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, le début, mais même c'est le seul moment, je crois, la musique est utilisée de façon assez intelligente en fait. Ah, tu veux dire quand ils font du surf, quand ils font Non, avant. En fait, c'est l'arrivée du Nikron en fait. La toute première apparition du Nikron. Tout le début est super. Hein. Mais ouais, non, mais la baston de Autobot City, c'est bizarre quoi. C'est genre on a un robot, on le balance, on a un autre robot, on le balance, encore un autre robot, putain, on le balance aussi. Genre, on l'a pas tué celui-là, allez on le balance aussi. Putain, et puis les Dinobots quoi. Les Dinobots ils viennent pour se prendre 3 coups de pied. Ça ressemble à rien quoi. Ah bah écoute, ça y est, on a fait notre devoir. Voilà, exactement, j'ai fait mes devoirs. Voilà, on a parlé de Transformers The Movie. Et Daniel, révélation dans Super Ciné Battle. On grave dans le marbre, on a des cœurs de pierre et des âmes de vieillards de 75 ans de l'Académie française. Je t'écoute. Mais nous sommes sensibles. Toi, tu veux me vendre un truc, toi. Non, mais nous sommes sensibles à la corruption, sache-le. Super Ciné Battle, ça fonctionne comme ça. C'est une émission corrompue. Alors non, pas moi, mais est-ce que tu veux me dire? Oui, parce que toi, les gens ne t'aiment pas, ils ne t'envoient pas de cadeaux. Tu vois, c'est ça la différence. Parce que moi, figure-toi, Daniel... Je sens qu'il y a un Balkany qui... Je vais faire une Balkany. Oui, parce que figure-toi, j'ai reçu un cadeau d'un auditeur, et pas n'importe quel cadeau, puisque la personne en question est connue sous le pseudonyme de Pierrot la Lune, et il est illustrateur, et notamment illustrateur de jeux de société. Et il se trouve que il nous écoute et comme il nous écoute en travaillant, et pour nous remercier, il m'a envoyé, comme il sait que je suis un petit peu consommateur de jeux de société, je crois en avoir déjà parlé 2 ou 3 fois ici. Je crois aussi, ouais. Il m'a envoyé un carton plein avec 6 boîtes de jeux dedans, sur lesquelles il a bossé, avec des dédicaces, enfin la totale. Et je me suis dit quand même que... il n'était pas obligé et que ça fait super plaisir et qu'en plus les jeux sont chouettes, donc voilà, la moindre des choses c'était de passer une liste qu'il avait envoyée dans les années 80. Tu vas peut-être pas les citer tous puisqu'il y a l'air d'en avoir beaucoup, juste cite celui sur lequel tu as joué en premier. Celui sur lequel j'ai joué en premier c'est Medieval Academy, qui est un jeu de cartes familial accessible pour les plus jeunes et qui est assez sympa. En plus j'ai gagné, donc c'est top. Et l'autre c'est Ghost Stories, et figure-toi que Ghost Stories, il y
a de très grosses influences de Jack Burton dedans. Voilà, et Ghost Stories qui était donc Pierrot a fait le design, mais c'est Antoine Boza dont j'ai déjà parlé pour Seven Wonders et Seven Wonders Duel qui a fait le game design, les mécaniques de jeu. Donc c'est une team qui gagne, on va dire. Bon, bah écoute, tu veux passer sa liste alors? Voilà, alors la liste, figure-toi, elle s'appelle Madeleine 100% pur beurre, parce que certaines choses ne vieilliront jamais dans nos têtes de vieux. Ok. Bon, c'est quelqu'un de notre génération, hein, évidemment. Enfin, plus ou moins, je crois qu'il est quand même plus jeune que nous, mais voilà, c'est plus ou moins notre génération. Le premier film, donc c'est une thématique, Heroic Fantasy avec des blonds, hein, quand même. Oh, je vois ce que tu... Voilà. Le premier... Je vois où tu veux revenir. Le premier, bah, c'est Princess Bride, de Rob Reiner. C'est marrant, tu veux que je te dise? Dis-moi tout. Parce que dans la liste que j'avais préparée, il y avait Princess Bride de Rob Reiner. Et ben voilà, comme quoi le monde est bien fait. Alors, parce que ça, c'est pas du tout préparé. Alors dis-moi ce que t'as ensuite. Parce que non, je te dis pas la suite. Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai revu ce week-end. Ah, ça c'est le vrai. Et bah tu vois. Ah bah c'est parfait. Ça c'est vraiment genre mais incroyable hasard. Mais voilà, bah tu vois, voilà, c'est parfait. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a que la gravure dans le marbre. Daniel. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le film le plus important de la carrière de Rob Reiner? Oh non, c'est très très méchant. Et surtout qu'en plus on a dit du bien de ses autres films, donc Rob Reiner. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit quoi? On a classé quand Harry rencontre Sally? On n'a pas parlé de Misery. Voilà, on a parlé de Misery, non? Non, je crois pas. Ah non, mais en plus. 90. En plus, on n'a pas parlé de Spinal Tap non plus. Enfin, non, c'est très. Non, il y a beaucoup de. Non, c'est vrai, j'ai été médisant. T'as été très médisant sur Rob Reiner. Non, là, je ne suis pas d'accord. Alors, est-ce que je m'y lance? Bah, vas-y, puisque tu l'as vu il y a pas longtemps. Puisque c'est vraiment frais. C'est l'histoire de Peter Falk. Vous connaissez Peter Falk? Voilà, Colombo, qui va parler aux petits garçons des années coup de cœur. Tu te souviens des années coup de cœur? Malheureusement, oui. C'était Fred Savage. Oh, tu sais que c'est une série qui a marqué les gens. C'est pas si mal comme série. Ah, mais moi, il y a plein de choses qui ont marqué ma jeunesse. Hein. Les mini-cubs, par exemple, mais c'est parce que j'ai failli me défenestrer, tu vois. Donc, c'est chacun son truc. Tu sais qu'il y a les new mini-cubs qui arrivent. Je sais, ce n'était pas une remarque innocente. Ouais. Et alors, du coup... Peter Falk veut que son petit-fils, qui est malade à la maison, enfin, soi-disant malade à la maison, aille dormir. Et du coup, il va lui lire une histoire... donc c'est l'histoire de la Princess Bride justement et du coup il va lui lire et au fur et à mesure de sa lecture ça va devenir le film. Voilà. Ce qui induit un concept narratif qui est le fait que le gamin va de temps en temps interrompre son grand-père pour lui dire « Oh mais c'est pas bien ça !» Et pourquoi est-ce qu'ils s'embrassent? Pourquoi est-ce qu'ils s'embrassent? Genre ça devient le petit garçon qui fait le méta-commentaire. C'est clairement ça. C'est un film dont le méta-commentaire est fait par Peter Falk et son petit-fils. Donc il y a 2 films en l'un. Et par contre, le récit qu'il raconte, c'est l'histoire de Bouton d'Or, qui est une princesse, qui n'est pas une princesse, qui est une roturière. Une roturière. Jouée par Robin Wright, quand même. Qui est jouée par Robin Wright. C'est un de ses premiers grands rôles au cinéma. Ouais, tout à fait. Je sais même pas si elle était à l'époque déjà dans Santa Barbara. Je crois que si elle a commencé. Ouais. Je crois qu'elle a commencé dans Santa Barbara. Donc elle est vraiment toute jeune. Vraiment, ça va vous faire un choc. Si vous la connaissez que par House of Cards. Ouais, ça va vous faire bizarre, ouais. Ça va vous faire méga choc. Surtout que c'est pas du tout le même personnage que dans House of Cards. Attention, hein. C'est vraiment rien à voir. Hein. Pas du tout. Donc c'est une roturière. Et le prince. Et alors elle est amoureuse. Elle a un amoureux d'enfance, un valet de ferme. Oui, joué par Cary Elwes. Qui est joué par Cary Elwes, que vous avez peut-être vu dans Sacré Robin des Bois de Mel Brooks. Tout à fait. C'est son film le plus connu, je sais pas si c'est... ouais, ça doit être ça, qu'est-ce qu'il a dû faire? Si, il fait une des 2 victimes dans le premier saut. Ah oui, c'est vrai, il fait une des 2 victimes de saut. Voilà, il fait une des 2 victimes dans le premier saut. Très très bon, très bonne anecdote. Voilà, t'as vu ça? Et Wesley, donc, il part chercher fortune, et si je me souviens bien... Exactement. Et pendant ce temps-là, il passe pour mort pendant 5 ans. En fait, il est porté disparu. Voilà, porté disparu. Et il n'y a pas de nouvelles de lui. Comme Chuck Norris, mais pas pareil. Et donc, le prince Humperdinck. Humperdinck. L'héritier du trône. Alors, c'est une ville fantôme une ville imaginaire qui s'appelle Florin.
Et il dit, bah, je vais épouser Bouton d'Or, donc Buttercup, et je vais l'épouser parce que comme ça, de temps en temps, le roi se marie à une roturière et c'est bien, ça vous fait rêver. Sauf que, évidemment, le prince est pas très sympa. Voilà. Et l'autre est pas très mort non plus. Ouais. Entre-temps, attends, il y a une étape particulière, c'est que Buttercup, Bouton d'Or, donc, Ah oui, bien sûr. se fait enlever par un trio de Visigoths, j'ai envie de les appeler. Il y en a un qui est... c'est André the Giant, en fait. André the Giant, que vous connaissez peut-être. Qui est voilà, une figure du cinéma d'exploitation, parce que, comme son nom l'indique, il était géant. Voilà, il avait un physique complètement hors norme, quoi. C'était le type qui pouvait soulever Schwarzenegger d'une main. Et l'autre qui est intéressant, qui s'appelle Vizini dans le film, et vous le connaissez sans doute parce qu'il s'appelle Wallace Shawn, et vous avez entendu sa voix, parce qu'il fait des voix dans Toy Story, je crois qu'il fait le dinosaure dans... Ah oui. Il fait le dinosaure, un truc comme ça. Oui. Et si vous voyez sa tête, si vous googlez sa tête, vous allez le reconnaître parce qu'il est dans des milliards de films des années 90-80. C'est soit le père un peu farfelu, il y a toujours des rôles un peu de mec sympa de la famille. Enfin, c'est pas à lui qu'on file les rôles de serial killer, quoi. C'est ça, ouais. Il a un peu une tête, ouais, une tête de mec lambda. C'est ça, c'est... Ouais, et je sais pas s'il a pas joué dans des séries ou dans des trucs comme ça, mais sans doute il a eu des rôles récurrents dans des séries, mais il a vraiment une tête de mec... la dernière fois que je l'ai vu à la télé, il jouait le père, il joue le beau-père de la meuf dans Gossip Girl, tu vois. C'est un mec, il a une tête passe-partout, donc c'est Wallace Shawn. Et il y a aussi avec lui un mec qui s'appelle Inigo Montoya. Inigo Montoya. Inigo Montoya qui est joué par le mec de c'est Mandy Patinkin dans Mandy Patinkin, Homeland que vous connaissez, c'est Saul dans Homeland. Et un des profilers dans l'autre série américaine là, comment ça s'appelle? T'as eu mon stock de séries. Esprit criminel. Ah d'accord. C'est le chef de l'équipe dans Esprit criminel les premières saisons, je crois, il me semble. Et il joue Inigo Montoya. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il va dire, alors c'est ça, c'est que ce film a relativement bien marché, mais surtout il est devenu culte par la suite. Et notamment le personnage d'Inigo Montoya qui fait I'm Inigo Montoya, you kill my father, prepare to die. Exactement. Et il le répète tout le temps, et c'est devenu culte à tel point que quand tu vois le mec de la saison 4 de Game of Thrones qui affronte, tu sais, dans le duel à mort. Celui qui se fait éclater la tête, là? Celui qui se fait éclater. Oui, Merci pour les spoilers, mais bon. Oui, ça va. Il y a plein de façons de se faire éclater la tête. Hein. Voilà, celui qui se fait éclater dans la tête dans Game of Thrones. Vous avez tous compris de qui il s'agit. Si vous regardez Game of Thrones, et si vous ne regardez pas Game of Thrones, au point où on est, ce détail n'est pas très grave. Non, ce n'est pas très important. C'est pas grave, mais quand il arrive... C'est un type qui meurt, voilà. C'est un type qui meurt dans Game of Thrones. Waouh, incroyable. Incroyable spoiler. Et bien, donc, ce mec, vous voyez tout ce qu'il sait, et ceux qui regardent pas Game of Thrones, ils savent pas du tout de quoi on parle, c'est assez cool. Et quand il arrive, j'ai l'impression d'entendre Inigo Montoya. Ouais, c'est vrai qu'il a un côté Inigo Montoya. Il dit exactement la même chose, et il fait le fanfaron. Mais il y a quand même une différence, parce que justement, moi, Inigo Montoya, c'est un personnage que je trouve génial en fait, parce que il est tu le dis dans les kidnappeurs, mais en fait il est gentil. Mais oui, la scène clé, c'est à un moment donné ils se rendent compte qu'ils sont poursuivis par au début tu sais pas ce que c'est, qui c'est un type qui est visiblement assez balèze et qui porte un masque de Zorro, un masque de Zorro, puis on lui dit tu restes là pour le tuer. Et donc ils sont en haut d'une falaise et le type grimpe à une corde et Inigo Montoya il est là et il lui dit j'attends que tu montes et quand il est monté il lui dit j'attends que tu t'es reposé pour qu'on puisse commencer un duel d'homme à homme. Et en fait c'est tout ce qui porte le personnage, c'est ça qui en fait un personnage fabuleux, parce que il a une choucroute sur la tête, hein. Il fait pas sérieux quand tu joues. Vraiment, c'est un détail très années 80 qui, je pense, n'a pas dû bien traverser les ans. Mais le personnage, en fait, je le trouve super attachant. Et quand t'es môme, c'est le genre de personnage
tu dis putain, mais lui c'est un vrai héros. Enfin voilà, c'est un type, il a de l'honneur. Tu comprends qu'il fait ce job parce que il a besoin d'argent. Et en fait, au final, c'est sa bonne part de lui qui va prendre le dessus. Et c'est lui qui a le plus grand moment de bravoure du film, quoi. Et j'adore ce personnage d'Inigo Montoya, quoi. Il est tellement sympathique qu'en fait, il vole la vedette au héros, quoi. Complètement. Au héros qui est vraiment bon, évidemment, le suspense, c'est le héros, en fait, il est vivant. Voilà, il revient. Et il y a un truc très bizarre dans ce film, genre, c'est pas un manque d'ambiance, mais genre, c'est très particulier dans ce film, quoi. Je sais pas si. En fait, quelle est ta position vis-à-vis de lui ? En fait, il souffre un peu du même problème qu'ont beaucoup de films d'Heroic Fantasy des années 80. C'est les moyens. C'est ça, c'est qu'en fait, les mecs, ils commencent à faire l'Heroic Fantasy et ils sont limités par les moyens. Enfin, c'est vraiment dans tous les films de cette époque-là, Legend, Willow, pour ne parler que de ceux dont on a déjà parlé, tu sens qu'à un moment donné, les mecs sont rattrapés par le carton-pâte, en fait. Et alors que c'est pas le but, tu vois. Vraiment, et tu sens que ils essayent de faire il fait très toc et il faut l'accepter, quoi. Ça fait vraiment très toc et tu sens qu'ils ont voulu styliser vraiment, enfin pour le coup Legend et Willow c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont voulu styliser parce que il y a une fine touche Heroic Fantasy dedans qui est pas hyper prégnante, mais tu vois, une toute petite touche médiévale fantastique. Mais en fait, ils ont pas les moyens. Et puis je pense qu'à l'époque, c'était un truc, les gens comprenaient pas vraiment ce qu'ils voulaient dire. Parce que je pense que ce qui venait à l'idée de la tête des gens, c'était Donjons et Dragons, les parties d'adolescents dans les caves un peu débiles. Donc voilà, à mon avis, c'était un peu l'idée qu'il y avait. Du coup, ça devait être le genre de truc qui devait être compliqué à driver dans une équipe, quoi. Il y avait pas encore un tel imaginaire comme ça. Et du coup, effectivement, il y a un côté très 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 toc en fait. Alors, il y a un truc qui m'a frappé en voyant ce film, c'est à quel point il préfigure les Disney de la vague des années 2000 et quelques. Tu sais, ces films Disney qui essayent de à la fois avoir un personnage de fille forte et en même temps de rappeler aux garçons tout le temps que non, rassurez-vous, c'est pas que des histoires de princesses, il y a aussi un bonhomme et tout ça. Et je pense particulièrement à Tangled, qui s'appelle en français Réponse. Oui. Et ce film m'a beaucoup fait penser en fait à Réponse. Et il y a un côté Réponse un peu, oui. C'est évident, il y a plein de films qui sont inspirés de cette structure. D'abord, non seulement de ce qu'il raconte, mais aussi de la structure. Oui, bien sûr. Et maintenant que tu le dis, effectivement, Flynn Rider dans Réponse a des atours de Inigo Montoya, quoi. C'est évident. Et le processus narratif, en plus, d'abord, il faut dire, ce truc, c'est que Princess Bride a adopté d'un bouquin qui a cartonné. Le principe de narration a été repris des tas de fois, notamment dans les nouvelles aventures d'Aladin et les nouvelles aventures de Cendrillon. Les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams, bien sûr, les nouvelles aventures de Cendrillon. Oui. Avec Marie-Lou Berry et sa mère Josiane Balasco. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Daniel ? Juste, il faut être précis dans ce qu'on dit. Moi, je te parle des films Oui, je te parle de cinéma, moi. Tu me parles En fait, ça vient à la psychothérapie, je le sens. Oui, parce qu'il faut que je parle des nouvelles aventures de Cendrillon que j'ai vues cette année. Faut exorciser. Ouais, je sais, Daniel, je sais. Je t'enverrai un morceau de fromage pour te réconforter. Tu pourrais faire ça ? Mais bien sûr, je peux le faire. Bon, où est-ce qu'on va mettre Princess Bride ? Oui, Princess Bride. Sauf si t'as un truc encore à ajouter. Non, mais voilà. Ah, il y a un truc qui m'a frappé puisque je l'ai revu. Les musiques sont de Mark Knopfler. C'est vrai. Je m'en souvenais pas du tout de ce détail. Ah, c'est dingue, hein. Et c'est pas son meilleur travail, hein, je pense. Hein, non, c'est pas ni son travail le plus personnel. Je pense, non, effectivement. Que vous connaissez sans doute, puisque il a formé le groupe Dire Straits. Dire Straits, voilà. Avec son frère. Exactement. Et Dire Straits, qui est pour moi un pilier de la musique des années 70. Voilà. J'adore quand tu dis 70 alors qu'on est bien dans les années 80, ce qui veut dire qu'ils étaient déjà ringards là. Non, j'ai bien compris ton passif agressif. Non, alors c'est pas passif. Non, ils ont fait de très bons albums dans les années 80, mais le son de Dire Straits, pour moi il est associé fin des années 70, début des années 80, quoi. C'est vrai, ça je peux pas te l'enlever. Où est-ce qu'on met Princess Bride ? Où est-ce qu'on met Inigo Montoya ? Surtout. Ah, pour toi, c'est que c'est ce que je retiens. Enfin voilà, je trouve que c'est un personnage qui est formidable, quoi, qui pour le coup vaut la vision à lui tout seul. Et je pense quand t'es môme aujourd'hui, un môme il voit ce personnage-là, il est à fond avec lui, quoi. Je vois pas comment tu peux ne pas adhérer à un personnage pareil, quoi. Donc toi, tu es de ceux qui pensent que le culte est mérité.
culte, j'irai pas jusque là, mais Non. disons qu'il a certaines qualités qui lui permettent d'être assez chouette. Mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, pour moi ça vole pas excessivement haut, mais voilà, ça se regarde. Alors, je te donne un titre, tu me dis plus ou moins. Ouais. J'allais dire Back to the Future 2, mais c'est beaucoup trop. Ah oui, je c'est pense beaucoup que trop, ouais. Oui. Si je te dis Willow. Alors, il y a gros débat. Moi, j'ai plus d'attache pour Princess Bride dans l'écriture, dans à peu près tout, que dans Willow. Mais je comprends que c'est un traumatisme. Je vois un autre film kitsch plus haut que Willow, Master of Universe. Écoute, moi j'ai envie de te laisser Master of Universe. Ah, moi j'assiste pas, je te demande. En fait, non, sous Top Gun. Sous Top Gun, je pense que c'est une bonne place pour moi. Je pense que c'est une bonne place, ouais. En sachant que bien sûr, je préfère toujours regarder James Bond Vue for a Kill. On a tous nos Princess Bride, qui s'appelle en français comment déjà Princess Bride, je crois en fait, tout aussi, simplement. d'accord, okay, il me semble, non, je peux pas vérifier. Il me semble que c'est le même titre en français. Bon alors, écoute, je pense qu'on peut passer au deuxième film de Pierrot la Lune, balance. Lady Hawk. Ah, avec Richard Donner. De Richard Donner avec Michelle Pfeiffer et Rutger Hauer. Et Rutger Hauer. Exactement, Rutger Hauer. Donc est-ce que tu l'as vu du coup? Bah bien sûr, évidemment. Bah oui, Lady Hawk. Donc, et attends, le héros c'est pas Matthew Broderick ou un truc comme ça? C'est ça, c'est Matthew Broderick, exactement. C'est Young Matthew Broderick bien avant qu'il prenne un câble à haute tension et qu'il l'enfonce dans la gencive de Godzilla. C'est ça, exactement. Ou qu'il devienne Inspecteur Gadget, un film que je crois que personne nous a donné. Bizarrement. Ah, tu sais quoi, ça serait intéressant de revoir Inspecteur Gadget. Mais pour ceux qui veulent resituer vraiment, bah Matthew Broderick, c'est Ferris Bueller. Voilà. Oui, voilà. Quand même. On rigole, mais oui, c'est Ferris Bueller. C'est Ferris Bueller, avant tout. Alors, c'était quoi déjà l'histoire? C'est que il est en tôle au début. C'est ça. En fait, Matthew Broderick est en tôle dans un château qui est dirigé par un espèce de comment ça s'appelle alors je sais plus s'il est pas prêtre ou il est pas enfin, évêque. Non, il est c'est évêque, pas un évêque. je sais plus. Ouais, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est un évêque. C'est en tout cas une ponte. Et c'est celui qui est amoureux de Michelle Pfeiffer. Voilà. Qui ne le serait pas en 1985. Voilà, exactement. Donc Matthew Broderick s'évade et en fait il est traqué évidemment par les hommes de l'évêque, mais aussi par Rutger Hauer. Puisque Rutger Hauer en fait a besoin de Matthew Broderick pour s'infiltrer dans le château parce que il veut tuer l'évêque à cause d'une malédiction qui est liée justement à Michelle Pfeiffer. D'accord. Voilà, et ça c'est le point de départ. Et Ah mais oui, voilà, ça je me remets. Voilà, et ensuite, mais il fait pas un pacte avec le diable. En fait, l'histoire, c'est qu'ils ont été donc comme t'as dit, l'évêque veut Michelle Pfeiffer et ça ne marche pas parce qu'elle est amoureuse de Rutger Hauer qui est un ancien capitaine de la garde en fait. Oui, c'est le chef de la garde. Ouais. C'est l'ancien capitaine de la garde et du coup il les maudit et en fait leur malédiction c'est que elle est transformée en faucon le jour et lui se transforme en loup la nuit. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent jamais se rencontrer. Sauf à quelques instants au lever du soleil. Une éclipse. Ou une éclipse. Au lever du soleil, coucher du soleil, ils ont quelques instants pour eux, mais c'est tout, quoi. Et voilà, et du coup, l'histoire, c'est ça, c'est Matthew Broderick qui va servir en fait de lien entre ces deux personnages qui peuvent jamais se parler, et qui va leur permettre d'aller jusqu'à l'évêque pour éventuellement, ou pas, lever la malédiction, quoi. Alors, tu parlais de moyens liés au problème de l'heroic fantasy dans les années 80, où forcément ça a l'air toc, où ils vont filmer dans des châteaux en Italie ou en France. D'ailleurs, l'histoire se passe en France. Oui, c'est ça. En fait, ils ont tous des noms français. Il s'appelle Gaston. Voilà. Broderick s'appelle Gaston et Rutger Hauer s'appelle Navarre. Et donc, tu comprends qu'ils sont plus ou moins en France, quoi. Simili France, voilà. Voilà. Et il y a celui-là souffre moins des problèmes de moyens que je trouve que Princess Bride. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. La photo, notamment, si je me souviens, alors je sais plus qui a filé la photo, excuse-moi de pas connaître le directeur de photo de Lady Hawk, mais je me souviens que la photo était ouf. Ouais, effectivement. Pour un film de l'époque, je trouvais ça très très beau. En fait, exactement. C'est-à-dire que la photo, si je me souviens bien, c'est le même directeur de la photo que Dick Tracy.
Donc le photo intéressant. Donc d'Apocalypse Now du coup aussi. Ouais, je suis en train de regarder le directeur de photo. Attends, je sais plus. C'est un Italien. Vittorio Storaro. Voilà. Qui a fait quand même beaucoup de. Il a fait Apocalypse Now comme dit. Ouais. Il a fait Dick Tracy. Où quand même la photo c'est le truc le plus extraordinaire de Dick Tracy. Et il fait le Woody Allen maintenant. Voilà. Donc c'est pas un manche et effectivement. Ok, d'accord. C'est pas un hasard que c'est parfois le ressenti. Hein. Et Lady Hawk effectivement pour moi est sauvé par cette photo et la mise en scène de Richard Donner parce que il y a des plans que je trouve c'est magnifique. Super beau, hein. C'est vraiment plastiquement, je trouve ça super beau. Il y a des plans qui sont vraiment magnifiques et qui sont pas juste beaux, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie portée iconique, ils ont une vraie portée narrative. Enfin, vraiment, tu sens que Richard Donner, c'est le réalisateur de L'Arme Fatale, hein, et de Superman. Et de Superman. Tu sens que le mec, c'est un vrai metteur en scène et qu'il a pu à peu près faire ce qu'il voulait, même si tu sens au détour de certaines scènes ou voilà. Enfin, même par exemple, je trouve certains costumes font un peu toc. Tu sais, t'as l'impression que c'est des costumes surtout sur le pressing. Pour Richard Hauer. Ouais. Non mais tu sais, c'est pardon, Richard Ruger. Ruger, ouais. Tu sais, t'as l'impression que c'est des costumes qui sortent du pressing. Tu sais, t'as un peu ce côté genre on est Moyen Âge, les mecs ils ont pas une tache dessus, ça fait un peu bizarre. Mais oui, alors que normalement l'heroic fantasy, et ça je pense que c'est un des trucs qui est le plus acté depuis Le Seigneur des Anneaux, c'est que les costumes doivent être un peu cracra, tu vois. Oui, faut que les costumes, tu sens qu'ils étaient portés avant le tournage en fait. C'est ça. Là, t'as ce côté-là. Dans Princess Bride, t'as pas ça. Hein. Ils sont tous beaux. Ils sont tous très beaux. Donc là, t'as un peu de soucis, mais au niveau de je trouve la mise en scène, il y a des vrais partis pris et il y a des vraies scènes qui fonctionnent super bien. Et pareil, enfin moi j'aime beaucoup le personnage de Rutger Hauer et de Michelle Pfeiffer en quinconce comme ça. Enfin voilà, il y a un truc. En plus, c'était les bons acteurs au moment, c'est-à-dire que Michelle Pfeiffer à cette époque-là, elle était merveilleuse. Alors, je l'ai vu aujourd'hui même j'ai vu une projection du Crime de l'Orient Express et elle est toujours fabuleuse. Hein. Ah bah ouais, c'est une super actrice. Elle est vraiment, elle est incroyable. Aujourd'hui comme hier. Voilà. Et Rutger Hauer, c'est pareil. Enfin, il a un magnétisme assez fou dans ces années-là. Voilà. Plus personnel, je dirais, mais oui, voilà. Oui, non, mais c'est un autre trip, mais c'est pas. Il est vraiment extrêmement charismatique et tout. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment, on est vraiment dans une autre classe que Princess Bride, tu vois. C'est vraiment, on sent qu'à un moment donné, Richard Donner a vraiment eu envie de se faire ce film à un certain moment, quoi. Et où est-ce que tu le situes alors ? Moi, je trouve que j'aime bien Lady Hawk et je trouve que c'est un film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait parce que vraiment le concept était bon, l'idée qu'ils se rencontrent pas, le méchant était pas mal, la production value était vraiment au rendez-vous. Voilà. Mais voilà, le succès parfois ça se contrôle pas. Quoi. Voilà, exactement. Et moi aussi, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection en fait. Et pareil, je trouve que c'est un film qu'on oublie vite et enfin qu'on oublie. On a oublié et qui mérite d'être découvert à mon sens, quoi. Alors où est-ce qu'on va le mettre ? Moi je vois moi je verrais par exemple quelque part aux alentours du Baron Munchausen. Guide mes yeux. 54. Juste pour une histoire de plaisir, je préfère toujours Over the Top, mais c'est moi. Bah écoute, on peut le mettre, on peut le laisser. Allez, juste au-dessus alors. Tu vois. Juste au-dessus de Over the Top. Ok, d'accord. On titille Over the Top. Voilà. Hop. Ce qui veut dire qu'il est quand même 56e. Quoi. Ce qui veut dire qu'il est au-dessus d'Over the Top. Oui. Ce qui déjà le place en termes de respectabilité. De respectabilité, très, très de gravure dans le marbre, c'est pas rien, tu vois. Très très haut. Donc voilà, Lady Hawk de Richard Donner. Alors bon, c'est gravé. Quel est le troisième et dernier film ? Ouais. C'est Krull. Ah, ça me dit quelque chose. C'est anglais et c'est comment il s'appelle le réalisateur ? Ça me dit quelque... c'est pas Yates ou un truc comme ça ? Exactement. C'est Peter Yates. Ouais. Alors j'ai aucun souvenir, aucun. Mais alors aucun de chez aucun. En fait, je l'ai vu à l'époque. En plus c'était genre à l'école, je l'ai vu quoi. Est-ce que t'as envie de voir Krull ? Bah la question est, est-ce que toi tu t'en souviens ? Ouais, je m'en souviens, ouais. Est-ce que ça vaut le coup que je me mate Krull ou pas ? On va dire que c'est quand même le moins bon des trois de la liste, quoi.
On va poser ça comme ça. Est-ce qu'on se le garde pas, je fais du devoir de vacances pour Krull. Allez, un petit devoir de vacances pour toi. D'accord, attends, je me le note. Krull. Ça veut dire qu'on a 2 films à voir. C'est ça, 2 films à voir. Bon bah attends, on a fini avec la liste. Effectivement, on a fini avec Bah la écoute, liste. pour compenser... Merci Pierrot pour ta liste, hein, Merci évidemment. Pierrot pour ta liste. On va faire la liste. Alors ça va être très bref, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été dit. Que tout le monde attend, c'est ça? Ouais, la liste qui s'appelle Magie, Princesse et Tueur de Père. Ah. Le merveilleux des années 80. Et alors, Tueur de Père... C'est qui l'auteur de la liste? Pardon, c'est une liste qui nous est envoyée par Fanny Lamarzel. Merci Fanny. Et évidemment, Pour ta liste. le Tueur de Père, c'est Princess Bride. Bah oui, Les princesses, c'est Lady Hawk. voilà. La magie... Ah, t'as vu, c'était des listes similaires. Putain, c'est vraiment beaucoup de hasard. On est connecté, c'est ça la gravure dans le marbre. Ça forme des liens. Ouais, regarde, tu montres un James Bond, hop, j'avais choisi un James Bond. C'est vrai. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Et son dernier film, donc La Magie, c'est Dark Crystal, de Jim Henson et de Oz. Et effectivement, voilà. De Oz, donc Frank Oz, le papa de Yoda, quoi. Ouais. Enfin, le papa de Yoda. Le papa de Yoda, c'est Dersu Uzala, mais... Oui. Tu sais que Dersu Uzala a servi de base pour Yoda. C'est vrai. Bah, comme beaucoup de toutes ces anecdotes, on devrait en faire un bouquin. Ouais, on devrait en faire un bouquin, c'est vrai. Faudrait y penser à un de ces 4. Mais oui, de toute façon, Kurosawa et la Guerre des Étoiles, voilà. Il y a beaucoup d'héritage, on va dire. Des similitudes. Ouais. Il y a beaucoup de similitudes. Donc oui, Dark Crystal. Donc c'est j'ai un souvenir de beaucoup d'images, mais je me rappelle plus trop du scénario, bizarrement. Il y a des races distinctes. Genre, je sais plus comment c'était. Genre, il y a les mystiques. Ouais, je sais plus. C'est assez bordélique dans mon esprit. Et donc, il y a le château de cristal qui est attaqué par ces derniers. C'est vraiment un monde super touffu, quoi. Il faudrait presque qu'on le revoie pour être au point sur le scénario. Ah oui, mais parce que moi j'ai vraiment très peu. Enfin, c'est vrai que le pourquoi, qui fait quoi, je me rappelle vraiment plus, quoi. Et il y a un survivant, et c'est le petit garçon qui est élevé par les mystiques et qui va retrouver le cristal, qui part à la recherche du cristal, du fameux cristal, pour vaincre les autres, quoi. Oui, c'est ça. Puis les méchants là, donc les Skeksis, c'est eux qui habitent le château maintenant. Enfin, du coup, il y a une histoire avec le contrôle de la lumière. Je sais plus ce que c'est exactement. Putain, est-ce qu'on ne devrait pas le revoir? Putain, ça fait beaucoup de devoirs de vacances. Ça fait beaucoup de devoirs. Alors, on n'est pas sûr de le faire. On va se synchroniser parce qu'on va peut-être en choisir un des deux. Hein. Mais oui, c'est peut-être parce que c'est vraiment très confus. Alors, moi, je me souviens que je l'ai vu précisément. Je me souviens, c'était à l'école. C'était à l'école encore. Putain, on regardait beaucoup de films à l'école. Sauf que celui-là me foutait un peu plus les boules parce que c'était du vrai, quoi. C'était du Jim Henson et... Ouais, les marionnettes, il y avait un truc très... Et c'était des marionnettes terrifiantes, quoi. Ouais, il y avait moi, je me rappelle, c'est vrai qu'il y avait un côté vraiment... tactile, dans le sens où tu sentais la présence des marionnettes. Enfin, vraiment, t'avais un côté il y avait un côté répugnant dans certains monstres, quoi. C'était vraiment très étrange. Il y avait des trucs vraiment genre pas ethniques, mais ils ont fait des langues particulières et tout. C'était un monde super touffu. Ouais, et puis effectivement, quand tu te prends ça, t'as un côté un peu subjugant, tu vois. Quand t'es petit, en plus, c'est fait... Moi, les trucs de marionnettes me faisaient un peu peur quand j'étais gamin. Je me suis dit, genre, rien à voir, mais Bomber X, une série qui passait sur la 2 pendant que XOR passait sur la 1, ou je sais plus, ou vice-versa. Et Bomber X me terrifiait, alors que c'est que des marionnettes, mais il y a un rapport au réel. Oui, c'est ça. Ça te renvoie c'est l'avant de l'Uncanny Valley, en fait. C'est l'avant l'Uncanny Valley, et en fait les séquences qui me faisaient le plus peur, si je repense, et là on va atteindre un degré de psychanalyse jamais atteint dans Super City Battle, des moments qui me faisaient le plus peur, par exemple dans la Grande Pyramide, le secret de la Grande Pyramide, qui est classé dans notre classement. Oui. C'est quand les petits gâteaux deviennent vivants et qui commencent à essayer de l'attaquer, ou encore, je me souviens de Toy Soldier. Et dans Toy Soldier, quand ils se mettent à tous sur la nana et qu'ils l'attachent et qu'ils commencent à la menacer avec des couteaux, ça me foutait vraiment les jetons. Quand t'étais petit, t'avais jamais regardé Puppet Masters, toi? Voilà, Puppet Masters me faisait peur. Ah oui, moi aussi, j'étais terrifié par Puppet Masters. Il y a un rapport au réel qui me fait vachement peur là-dedans, quoi. Ah non, je peux comprendre. Ouais. Il y a un côté. Puis surtout, il y a effectivement, les marionnettes, t'as aussi ce côté jouet quotidien, en fait. T'as vraiment un côté.
tu sens que c'est un objet en fait. Et ce côté, c'est mes jouets quoi. Et voilà, ce côté, c'est un objet que éventuellement je pourrais posséder ou que mon voisin pourrait posséder. Quand t'es môme, c'est genre le danger puis il vient de partout. Et je pense que c'est cette idée-là, même si tu la formalises pas comme ça, il y a vraiment ce côté, putain, ça pourrait être. Après, tu regardes plus tes jouets pareil quoi. Enfin, voilà. Il y a un peu de ça, ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On le prend de vacances pour lui rendre un peu. Je pense qu'on peut pas le classer en l'état. Je pense pas non plus. Puis à mon avis, je pense que les gens ont un rapport assez affectif avec ce film-là, donc il faut faire les choses proprement. Oui, en plus c'est Jim Henson que j'adore et Oz enfin Frank Oz, ce génie quoi. Qui est toujours vivant d'ailleurs. Qui est toujours vivant, effectivement. D'accord, bah écoute, ça nous fait ça fait trois films dont trois pour moi et 2 pour toi quoi. Voilà, exactement. On va essayer de le faire. Hein. On va faire ça bien. C'est la première fois qu'on en a autant d'ailleurs. Hein. Tiens, je te fais remarquer. Mais en même temps, c'est aussi pour bien faire. On veut pas le mettre, on veut le mettre à sa juste valeur quoi. Si tout d'un coup après il est gravé dans le marbre beaucoup trop haut ou beaucoup trop bas. Ouais, ça va pas le faire. On s'en voudra et ça fausserait tout. Exactement. Nous, on est pour la science exacte. On est pour la science exacte et voilà, c'est une mission que nous avons ici. Exactement. Voilà, c'est une mission, c'est un dévouement. Au bout d'un moment, il faut faire les choses comme il faut. Maintenant qu'on a fini, du coup, est-ce que ça te dirait pas de faire une reco ? Eh ben écoute, oui, on peut faire une reco. Et ben moi, ça va être une reco plus ou moins reliée à une que j'ai déjà fait dans un After Eight. Puisque ça va être le dernier album de King Gizzard and the Lizard Wizard. Donc l'album s'appelle... j'ai déjà entendu ce nom. Voilà. L'album s'appelle Polygon de Wonderland et il est sorti je crois la semaine dernière. Et donc pour resituer ceux qui n'avaient pas écouté l'After Eight à l'époque ou ceux qui ont déjà oublié, et c'est très mal d'oublier King Gizzard and the Lizard Wizard, c'est un groupe de psychédélique rock australien et c'est des mecs qui sont complètement barrés en fait. C'est vraiment des espèces de fous furieux. Et cet album là, donc Polygon de Wonderland, c'est le 4e album qui sort cette année. Les mecs, ils ont sorti 4 albums en 2017. 4 albums ? Mais c'est pourquoi ? Parce que les ventes sont divisées par 4 ou... Non, parce que déjà, ils sont complètement indépendants, donc ils en ont rien à battre du circuit habituel. D'accord. Donc ils font ce qu'ils veulent. C'était un défi qui s'était lancé, ils l'avaient annoncé. Je sais plus si c'était fin 2016 ou janvier 2017, ils avaient dit cette année il y aura 4 albums qui vont sortir. Et donc ils les ont sortis et tout. Et celui-là a la particularité, d'être complètement gratuit. C'est-à-dire qu'ils l'ont offert aux gens. Tu vas sur leur site. Et tu payes ce que tu veux ? Tu peux payer ce que tu veux, tu peux le récupérer gratuitement. Voilà, il y a des internautes il y en a certains qui en ont profité pour faire des pressages vendus super cher. Il y en a d'autres qui disent pour 1€ je vous presse le vinyle avec le truc juste pour payer le matériel du vinyle. Enfin voilà, peut-être il y a une grosse communauté autour de ce groupe-là en plus. Est-ce que toi t'as payé ou pas ? Moi j'ai payé, puis après je me suis fait faire le pressage à 1€. Ah bah écoute, voilà. Et en plus oui. Tu payes, tu participes quand même. Oui, et en plus quand tu payes, l'intégralité de ceux qui payent, c'est reversé à des œuvres de charité. Donc vraiment, ils voulaient pas toucher d'argent sur cet album. Ah mais comment ils vivent ? Ils font des concerts quoi. Ils font des concerts de malades. Comme dit, c'est une grosse communauté. C'est un groupe qui fédère, et en live, les mecs ils ont 2 batteries, ils sont 3 chanteurs, ils ont 3 guitares je crois. Enfin, c'est vraiment un truc impressionnant. Puis c'est des musiciens complètement fous. Enfin, ils jouent du rock comme si demain n'existait pas. Il y a vraiment un côté cathartique dans leur musique. Et cet album-là, non seulement il est gratuit, mais en plus je trouve que c'est le meilleur album qu'ils ont sorti cette année. C'est-à-dire que les mecs, ils ont sorti 4 albums. J'avais déjà aimé les 3 premiers, et là ils arrivent, je trouve qu'ils font encore mieux. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'ils s'arrêteront. MSC, c'est vraiment génial. Et t'as autant des espèces de chansons fleuves de plus de 10 minutes complètement perchées que des quasiment des tubes, des trucs super de 2 minutes qui vont super vite, qui envoient le gros riff et tout. Et je les trouve vraiment formidables. Mon seul regret, c'est que je les ai pas encore vus en live, et ce sera bientôt la prochaine étape. Alors tu sais ce qui se passe en général, c'est que Quix va dire dans 2 semaines, je devine qui j'ai vu en live, et c'est le groupe que tu voulais voir. Ouais, non mais Quix, moi je parle plus à ce mec, c'est plus la peine, tu vois, c'est plus la peine. Et de mon côté, j'ai décidé d'abord de faire un peu suite à la reco que j'avais faite dans le dernier épisode d'After Eight. J'avais parlé du dernier film d'Alain Chabat qui sort bientôt, donc qui s'appelle Santa et compagnie. Et alors, c'est anecdotique, mais Alain Chabat a fait une keynote, enfin il a fait une petite mini-conférence qui dure 1 heure. C'est 1 heure d'Alain Chabat qui a été diffusée, je sais pas si c'est Arte, enfin, en tout cas sur Internet.
Et c'est Alain Chabat qui revient surtout sur son principal succès qui est Astérix. Et qui t'explique aussi sa démarche de faire. Et voilà, 1 heure d'Alain Chabat qui discute, c'est toujours beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres mecs qui essayent de faire de la comédie. Parce que lui, il sait un peu comment faire rire les gens. Ça... Je sais pas comment il fait, mais lui, ça marche. Prenez exemple sur ce mec-là, les gars. Vraiment, ça fonctionne. Donc Alain Chabat pendant 1 heure, je vous mettrai le lien sur le site internet. Et je sais que c'est bientôt la période des cadeaux de fin d'année. Et si vous cherchez des trucs originaux... voilà, en tout cas, je recommande celui-là. Marvel édite depuis bien longtemps des omnibus. Ils réunissent beaucoup de comics, mais de manière thématique. C'est des gros pavés, genre c'est 500 pages. Et quand vous en déménagez, c'est l'enfer. C'est assez gros, ça coûte plus de 50 € en général, au moins. C'est des gros pavés. Et donc... Ils sont thématiques, et celui-là, celui que je recommande, c'est Monsters, et donc c'est le Monster Bus, c'est même plus un omnibus, c'est un Monster Bus, et donc à l'intérieur, c'est que Stan Lee, Larry Lieber, donc un mec de la famille chez eux, et c'est je sais plus si c'est son cousin, ou c'est son beau-frère, ou un truc comme ça, et Jack Kirby, donc, et c'est que des histoires de monstres de la Marvel, et quand je dis des monstres, ça va de Groot, mais Groot, tu vois, dans les années... des années 50 à 60 grand maximum. Ouais. C'est pour le premier volume. Et il y a aussi le deuxième volume qui s'étend sur d'autres années, mais avec d'autres monstres un peu plus mineurs. Il y a Grog, mais il y a surtout Fim Fam Foum, donc l'espèce de dragon avec un calbut vert à l'époque. Ensuite, il va devenir violet. Mais voilà, c'est quand même un dragon géant qui casse des villes en calbut, ce qui est quand même assez chouette. Voilà, c'est tous les meilleurs monstres de la Marvel. C'est 2 gros pavés, mais voilà, je vous recommande fortement. Si vous avez envie de faire un beau cadeau, ou si vous avez envie de vous faire un cadeau à vous-même, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est Monsters, les Marvel Monster Bus de Stan Lee et Jack Kirby. Et voilà. Eh ben écoute, ça a donné bien envie tout ça. Ouais, en plus, si t'aimes le kaiju, en fait, c'est la base du kaiju américain, en fait. C'est les années 50, c'est leur... Oh, ils ont vu Godzilla, ils disent faut qu'on fasse des monstres. Faut qu'on fasse les autres. Et c'est la période la plus productive de Stan Lee et Jack Kirby en même temps, donc c'est assez chouette de revoir ça. Sans que ça soit du super-héros, du pur super-héros. Voilà. Et je crois qu'on a tout dit maintenant. Papa, où peut-on te retrouver ? Eh bah écoute, sur Gamecult, dans After Eight, sur Sens Critique, sur Twitter, @gkpluginbaby. Voilà, c'est déjà pas mal. Puis évidemment, Super Ciné Battle, prochain épisode. Super Ciné Battle et Parle à Montluc derrière. Et Parle à Montluc. Oui, alors Parle à Montluc, promis, l'épisode arrive. Désolé. Il a eu parce qu'on l'a dit dans After Eight, mais on l'a pas dit ici. J'ai eu une tempête de grêle chez moi qui a littéralement coupé l'électricité. C'est même pas internet, hein, j'ai plus d'électricité du tout. Et on n'a pas pu enregistrer. Donc, mais rassurez-vous, il arrive. Et de mon côté, c'est Camille Robotique sur Twitter, évidemment After Eight, Super Ciné Battle par la Montluc, exactement comme toi, et en même temps Gaijin Dash. Et je pourrais retrouver certains d'entre vous. Je fais une apparition pendant les 2 jours du TGS. Le TGS, c'est le Toulouse Game Show. C'est le 2 et le 3 décembre. Et je serais ravi de vous voir et de vous dédicacer mon livre qui sort, donc, qui va sortir en exclusivité pour le salon et qui sort le 8 décembre. Donc voilà, si vous êtes des amis du Sud, je vous attends avec grand plaisir. Je crois qu'on a tout dit maintenant. Je crois que ça c'est définitif, tout a été gravé dans le marbre. Tout a été gravé. Voilà. On n'a pas fait beaucoup, mais on a beaucoup discuté. Hein. On a beaucoup discuté, voilà. Il y avait des films de la passion, il y avait des hommes en collant. Beaucoup d'hommes en collant et des hommes en débardeur. Des hommes en débardeur moulant. Voilà. Je pense que c'est un épisode complet malgré tout. Kurt Russell de cette époque, tu y vas ? J'ai pas le choix, oui. Je ne réfléchis même pas, c'est au-delà de... Évidemment que j'y vais, évidemment. Voilà, on vous remercie de votre fidélité. Nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la master list. Vous pouvez aussi retrouver notre show sur YouTube et puis donc sur iTunes. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi disponible sur iTunes PC, puisque pendant un bout de temps... Ça a été réparé, effectivement. Et pas par nous, par Apple, puisque c'était un bug d'Apple. Mais c'est ça. Voilà. Le bug ne venait pas de nous, donc ça a été réparé. De courbe d'audience. Voilà, c'est ça. En flèche, mon pote. Exactement.
Et Maintenant, on va se payer les plus grands hôtels. Voilà, c'est la coke va couler à flot, enfin la totale. Hein. Je crois que si on a l'argent pour se faire un Airbnb, ça va être bien la mort. Oh, je pense que quelque part dans le Loir-et-Cher, un truc comme ça, on va pouvoir trouver peut-être un truc. Ouais. Ou alors si je vais chercher asile chez toi. Ou alors, je sais pas, ça te revient pas cher le Airbnb là. Putain, mais j'ai tellement envie de venir chez toi là. Ça... Mais Daniel, la porte est ouverte. Ah, mais je sais, mais j'ai des trucs à finir et j'arrive. Voilà. Ah bah écoute. On vous embrasse. J'aimerais bien savoir ce que t'es en train de finir, Daniel. T'aimerais bien le savoir. Ah ouais. Peut-être, on en dira peut-être plus bientôt. Voilà. Peut-être. Voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao à tous. Ouais, moi aussi, ça enregistre. Bon, pour qu'on enregistre toutes nos perles, toutes nos bêtises. Enfin, toutes tes bêtises, moi je dis que des trucs super intéressants. Tu es un peu le sidekick comique de l'émission, Daniel. Laisse-moi te dire ça en face, mais c'est vrai. Quel fils de pute. Voilà, moi que je sois plutôt le... Si toi tu es le sniper, moi je suis un peu l'encre morale, tu vois. Les gens ont besoin de s'identifier à un gentil, et c'est moi, quoi. Je suis un peu le Luke Skywalker. Et je suis Han Solo. Je dirais plutôt que t'es Lando Calrissian.